J'espère que vous allez bien chez vous. De mon côté, tout va bien. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. J'ai fait cette vidéo pour essayer de répondre à un collègue qui m'a posé la question de savoir quelles sont les compétences clés que doit avoir un chargé de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage sur un projet. Je suis en train de parler d'un outil, d'une approche ou d'une méthodologie qui nous aide à nous auto-évaluer et à essayer de voir quelle est cette cartographie, ce mapping des compétences en termes de 1000. Donc, c'est très important pour un 1000, des fois, de s'asseoir face à lui-même, de se regarder dans le miroir et de se dire, voilà, sur l'ensemble des compétences, par exemple, comme je veux les citer tout à l'heure là, voilà, je suis apte dans telle compétence et il me faut soit une amélioration dans telle autre compétence. C'est très très important cet aspect des choses. Parlant des compétences que doit avoir un chargé 1000 sur un projet, de mon expérience, la première compétence, c'est la compétence liée aux aptitudes linguistiques. Donc, je me dis moi en tant que 1000, quelles sont les aptitudes en termes de langue que je maîtrise. Cela permet de se mesurer par rapport aux activités qu'il va implémenter. Bien sûr, parce que chaque organisation, chaque pays, chaque bailleur a sa langue. Et lorsqu'on veut se lancer dans ce métier, il est très très important de pouvoir d'abord se poser la question. Oui, je suis 1000, c'est une bonne chose. Mais j'ai quelles compétences en termes de langue? Quelle langue je parle? Quelle langue j'écris bien? Quelle langue je suis capable de rédiger, par exemple, un rapport, faire des analyses avec? Et là, on s'auto-évalue. En s'auto-évaluant, on essaie un peu de dire, moi, je suis apte, par exemple, en français, et je peux bien occuper un poste dans un projet, dans un pays francophone, par exemple, ou anglophone. Cet aspect nous aide aussi dans le plan de carrière, mais aussi lorsque nous dressons cette auto-évaluation afin de faire le plan de renforcement des capacités personnelles. C'est important aussi de vous poser la question, est-ce que moi, en tant que 1000, pour assurer que demain ou après-demain, je sois un 1000 polyvalent, serait-il important que j'apprenne l'anglais? Si la réponse est oui, c'est d'ajouter cela sur les formations, ou bien les besoins, ou bien la planification en termes de renforcement des capacités dans le futur que vous-même, vous allez vous projeter dessus. L'autre aptitude, c'est cette aptitude dans la mise en place du système. En s'interrogeant, est-ce qu'il a des aptitudes qu'il peut mettre en œuvre pour amener l'organisation à prendre des décisions sur base de données probantes, ou bien même, pourquoi pas, de nourrir la stratégie programmatique de l'organisation. Ces aptitudes, si on les cite, c'est entre autres, le 1000 s'est dit, est-ce que j'ai de l'expérience, par exemple, dans la conception de projets? Et toi-même, tu te demandes si tu as des aptitudes pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer ces processus. Ou si tu l'as jamais fait, c'est juste apprécier et dire, bon, d'accord, je n'ai jamais, par exemple, rédigé un cadre logique, je n'ai jamais participé à un process de conception de projet. Voilà, c'est un point sur lequel je dois m'améliorer. À part la conception du projet, toujours dans le déploiement du système 1000 au sein du programme, il y a l'aspect lié à la conception des outils 1000. Si vous ne l'avez jamais fait, vous notez juste, c'est comme un checklist au fait des compétences. Vous essayez un peu de cocher que je n'ai jamais participé ou appuyé ou je n'ai jamais élaboré le checklist de qualité pour le suivi des activités du programme. Je n'ai jamais eu cette opportunité où je n'ai pas des aptitudes dans la conception des tableaux de suivi des indicateurs de performance. Mais même le plan 1000, vous vous posez la question, est-ce que j'ai des aptitudes dans la conception des plans 1000? Si je n'ai pas des aptitudes dans la conception des plans 1000, vous notez, ça permettra à la fin, lorsque je vais expliquer, n'est-ce pas, d'essayer de bien cartographier les compétences dans lesquelles, soit c'est juste par manque d'opportunités, parce que nous sommes d'accord que peut-être si vous travaillez sur des postes d'assistant 1000 ou bien officier 1000, il y a de ces organisations où vous n'intervenez pas à ce niveau-là d'activité. Vous restez juste à un certain niveau d'activité 1000 sans toutefois appuyer la conception de projets, sans intervenir sur tout ce qui est stratégique, genre la conception d'outils 1000, vous êtes plus dans la mise en œuvre du système.
c'est une opportunité pour vous de vous évaluer et de pouvoir, n'est-ce pas, vous lancer dessus, soit bien discuter avec votre superviseur ou qu'il commence soit à vous coacher, à vous accompagner, à vous déléguer des tâches de ce genre pour aussi développer des aptitudes ou vos propres aptitudes quant à ce. L'autre compétence que je mentionnerai ici, c'est la compétence par rapport à la conception, mais aussi la mise en œuvre de la collecte de données, qui est une activité de routine pour une très grande partie des chargés de suivi et évaluation. Et pour ça, c'est aussi important de s'interroger sur vos propres compétences autour de la conception du protocole de recherche, de la méthodologie d'enquête, le calcul d'échantillonnage. C'est important de s'interroger, de se poser la question si vous avez des compétences ou des expertises sur le développement d'un questionnaire d'enquête, dans la préparation ou la mise en œuvre de l'ensemble des techniques d'enquête telles que les focus group de discussion, les entretiens individuels, les entretiens collectifs. Est-ce que vous avez des aptitudes dans leur conception mais aussi leur mise en œuvre? Est-ce que vous avez des aptitudes ou des compétences dans l'éthique durant la collecte des données? Ce sont des aspects micro mais qui sont très nécessaires que vous, en tant que chargé de suivi et évaluation, vous ayez des compétences dessus pour espérer bien sûr à une réussite ou la collecte des données de qualité bien sûr. Parce que la qualité des données en dépend. Vraiment, moi, de mon expérience, si vous n'avez pas assez de compétences et que vous vous jetez sur une activité soit d'enquête ou même de suivi des routines où vous devriez collecter les données et vous ne maîtrisez même pas vous-même les approches, comment concevoir les outils, soit vous faites des copier-coller, souvent ça pose problème. C'est pourquoi il est important, lorsque vous avez encore le temps de vous auto-évaluer et dire, bon, d'accord, je me jette sur ça, c'est juste soit des accompagnements, des formations en ligne, des formations à présentiel. Il y a beaucoup de formations autour de ces compétences-là. L'autre compétence que, en tant qu'Émile, moi, je me posais souvent la question autour, c'est la gestion efficace et efficiente des évaluations. Parlant de la gestion efficace et efficiente des évaluations, ça commence au niveau de la planification. Lorsque je parle de la planification, c'est tout ce qui concerne d'abord le plan des évaluations. Est-ce que vous avez vous-même des compétences dans le développement des plans des évaluations? Si oui, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous avez des compétences dans la rédaction des thèmes de référence des évaluations, dans le recrutement du personnel des évaluations, des consultants externes, par exemple, si c'est une évaluation externe, des enquêteurs. Il y a toutes ces activités-là préparatives, mais aussi durant la mise en œuvre des évaluations, c'est nécessaire en tant qu'Émile de se poser des questions sur ses compétences en termes de la mise en œuvre ou la diffusion de l'évaluation. Il y a tous les aspects là liés aux formations, au renforcement des capacités des équipes, la supervision de la collecte, tout ce qui est situé entre la planification et la mise en œuvre comme la conception des questionnaires, le déploiement des équipes sur le terrain. C'est important de se questionner, est-ce que vous avez des compétences dessus? Et sinon, vous n'avez pas de compétences dessus, voir comment est-ce que vous pouvez renforcer cela. Pendant la mise en œuvre, c'est cool si vous avez des compétences dans la supervision autour du suivi de la qualité même de l'évaluation, le développement des outils de suivi de la qualité d'une évaluation, parce que l'évaluation aussi est bien supervisée comme toute autre activité, et ça se supervise avec les outils de suivi de la qualité de l'évaluation, qui prend en compte l'ensemble des critères de qualité d'une bonne évaluation. L'autre compétence que nous pouvons nous questionner, c'est est-ce que j'ai des compétences dans la mise en œuvre de l'apprentissage. Donc, lorsque je parle de la mise en œuvre de l'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'utilisation des évidences au sein du projet, tout ce qui concerne la capitalisation des bonnes pratiques, pourquoi pas des leçons apprises au sein du programme. Et ça aussi, ça commence au niveau des compétences de planification. Quelles sont mes compétences à moi sur ce qui concerne le développement, par exemple, de l'agenda d'apprentissage? Quelles sont les compétences que j'ai dans la mise en œuvre même de la capitalisation? Par exemple, la facilitation
des ateliers de lancement des projets, les ateliers d'apprentissage, les ateliers de sortie, le focus group d'apprentissage, les réunions de revue, c'est très important pour moi de se poser des questions si j'ai des compétences dessus. À part ça, il y a aussi la dimension du suivi des actions. Le système d'apprentissage a toujours chuté par des actions et se poser des questions si j'ai des compétences ou bien j'ai des aptitudes dans le développement des outils d'avoir de suivi des actions d'apprentissage et même la mise en œuvre ou même le suivi des actions 3K qui sont, n'est-ce pas, ces tableaux de suivi des actions d'apprentissage. C'est très important pour nous en tant qu'Émile de se poser ce genre de questions pour pouvoir interroger si j'ai besoin vraiment de renforcement des capacités pour cet aspect des choses. Émile doit avoir aussi des compétences dans l'analyse des données, l'interprétation des données, la présentation des données, mais aussi même la rédaction des rapports, des évaluations ou les rapports de suivi. C'est important parce que les données de suivi sont utilisées à plusieurs niveaux pour la prise de décision. Souvent, c'est utilisé dans le cadre de la mise en œuvre des activités, soit des actions correctives au sein du projet. On utilise aussi les données MIL pour pouvoir, n'est-ce pas, renseigner la stratégie programmatique de l'organisation. On utilise même les données MIL pour le plaidoyer, pour l'ensemble des activités de communication. Mais pour y arriver, il est important que MIL ait des aptitudes dans la présentation des données, pourquoi pas même la recherche et l'interprétation des données tertiaires que nous n'avons pas, essayer un peu de les interpréter et les données internes, ne pas seulement les classer, de bien les présenter pour que ça soit bien visualisé par les utilisateurs et que cela puisse aider soit pour des fins telles que je le disais, de plaidoyer, des fins de programmation, de prise de décision, d'amélioration durant la mise en œuvre, de prise, n'est-ce pas, la mise en place ou la correction des stratégies sectorielles, en tout cas à tous les niveaux. Moi, je dirais que les données MIL sont utilisées au niveau institutionnel qu'au niveau de la mise en œuvre. Pourquoi pas même au niveau des communautés qui ont besoin de feedback de tout ce qu'on fait, mais c'est important de produire des fact sheets, c'est important de produire des dashboards qui facilitent de voir facilement des tendances ou à passer des informations sur lesquelles on peut se baser pour prendre des décisions rapides à tous les niveaux. Donc, pour l'avantage de toutes les parties prenantes. Une autre compétence qu'Émile peut s'évaluer dessus, c'est la compétence dans la planification, mais aussi la mise en œuvre des mécanismes de retour d'information. C'est un grand package, souvent qui repose sur des piliers. Et moi, je dirais que les compétences que doit avoir Émile devraient se reposer sur les piliers à mettre en œuvre. C'est-à-dire, on s'interroge sur est-ce que moi, en qualité d'Émile, j'ai des compétences dans l'expression ou l'identification des besoins en matière de mécanismes de retour d'information. Parce que tout commence par là. Est-ce que j'ai déjà fait une évaluation ou bien un état des lieux pour, n'est-ce pas, exprimer ou ressortir les besoins en termes de mise en place des mécanismes de retour d'information? C'est aussi important de s'interroger, est-ce que j'ai des compétences dans le cadrage des mécanismes de retour d'information, c'est-à-dire le développement des thèmes de référence, tout ce qui concerne les objectifs des mécanismes de remontée d'information, tout ce qui concerne les notions en termes de ciblage, tout ce qui concerne les conseils autour pour pouvoir bien cadrer l'activité, les parties prenantes à qui s'adresse ces mécanismes que nous voulons mettre en place. Ce sont des aptitudes que nous, on s'interroge si on les a avant de pouvoir se lancer dessus ou au quotidien pendant notre expérience. C'est aussi important d'évaluer ses compétences dans la mise en place des mécanismes de retour d'information. C'est là où, par exemple, moi, en tant qu'Émile, je me pose la question de savoir est-ce que j'ai un jour facilité une consultation communautaire? Est-ce qu'un jour, j'ai participé aux activités de mise en œuvre?
Ou bien est-ce que j'ai été formé, capacité dans ça? C'est très important d'avoir au moins des notions fondamentales et des compétences nécessaires pour se lancer sur des activités de mise en place des mécanismes de retour d'information. À part ça, c'est de se poser aussi des questions. Est-ce que j'ai des compétences même dans l'animation des mécanismes de retour d'information? L'animation de mécanismes de retour d'information. Est-ce que je maîtrise bien les procédures internes de l'organisation sur ce qui concerne le mécanisme de retour d'information? Chaque organisation a ses procédures à elle. Et c'est pourquoi moi je me dirais que ce n'est pas vraiment une robe cousue, mais si on a des compétences, souvent il n'y a pas de très grandes différences parce que lorsqu'on a ces compétences, ça nous aide à avoir des réflexes sur des choses qui arrivent autour, par exemple de la catégorie d'informations remontées, sur par exemple les délais de traitement de chaque catégorie, par exemple sur les aspects liés à la sensibilité des retours d'informations que nous recevons. Donc tout ça, lorsqu'on a ces compétences, on sait bien se jeter dessus. Mais si on évalue qu'on n'a pas de compétences dans ça, c'est l'opportunité de pouvoir développer un objectif autour de cette compétence et les renforcer. À part ça, il y a aussi la compétence liée à l'utilisation des données d'apprentissage de mécanismes de retour d'information. Le mécanisme de retour d'information apporte des informations que nous traitons durant la mise en œuvre, mais à un certain moment, nous chutons aussi sur un plan d'action, mais aussi nous chutons sur des apprentissages. Est-ce que moi, j'ai des compétences dans le développement d'abord des outils de gestion des actions de retour d'information, mais aussi le plan d'action de mécanisme de retour d'information. Pourquoi pas sa mise en œuvre aussi, parce que c'est là où souvent ça pose problème. On arrive à ce stade avec des actions, on arrive à ce stade où on tire des leçons, mais qui ne sont pas malheureusement utilisées. C'est important de pouvoir s'interroger que peut-être le problème se situe à mon niveau. C'est moi qui n'ai pas ces compétences-là de pouvoir suivre le plan d'action de mécanismes de retour d'information. À part ça, je dirais que l'important aussi, c'est d'avoir aussi des compétences dans l'analyse, mais aussi la présentation des synthèses autour des mécanismes de retour d'information.